avait quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées, et après j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit la parentalité au XXIe siècle en essayant de l'affranchir du modèle patriarcal. Aujourd'hui, je vous propose une chouette table ronde dans le podcast, une table ronde dynamique et riche en discussions avec une palette de chouettes invités. Camille Bataillon, Clémentine Gallet, Charline Sage-Femme, moi-même du coup, et c'est Rémi Guilloton qui prendra les rênes de l'animation pour cette session. Alors chaque personne va avoir le soin de se présenter au début de la table ronde, je vous laisse les découvrir. Nous plongerons dans les complexités et les défis de la parentalité moderne en mettant un accent particulier sur la sexualité, du postpartum notamment. Ensemble, nous discuterons de nombreux aspects délicats mais essentiels, tels que l'impact du postpartum sur la perception de la sexualité, la question du consentement et du désir, ainsi que l'importance du sommeil pour une vie intime épanouie. Nous explorerons aussi le concept de slow sex et la nécessité de prendre le temps de se reconnecter à soi-même et à son partenaire. Nos invités partageront leurs propres expériences ainsi que des ressources pratiques, comme des livres, des podcasts et même des jeux de cartes pour ouvrir le dialogue en couple. Nous aborderons également l'importance de la représentation et de la communication dans la relation de couple. Et nous irons au-delà des stéréotypes pour découvrir comment réinventer la sexualité et la parentalité au XXIe siècle. Alors préparez-vous pour une table ronde animée, pleine de sincérité et de bienveillance, qui promet d'être riche en conseils et en expériences personnelles. Ne manquez pas cet épisode, enregistré dans une ambiance conviviale et stimulante au cœur de Paris. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, à laisser une note avec un max d'étoiles et commenter partout où c'est possible, ainsi qu'à le partager autour de vous. On se retrouve aussi sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, TikTok et LinkedIn. Vous pouvez aussi réagir en laissant un audio sur l'outil SpeakPipe, même depuis votre téléphone, le lien est en description. Allez, on y va tout de suite, je vous laisse découvrir cet échange et je vous souhaite une très bonne écoute. Bon, merci à tous et toutes d'être là. Il y a 3 gars. Merci les gars d'être là. Ça fait plaisir. On a choisi cette thématique parce que j'ai l'impression que quand même c'est important d'en parler, et déculpabiliser un peu, ouvrir la discussion. Donc je suis très content que tout le monde soit là aujourd'hui pour ouvrir la discussion là-dessus. L'idée de cette urne, c'était justement d'y aller un peu dans l'anonymat le plus total et donner des thématiques pour qu'on puisse les aborder tranquillement. Je vais laisser toute l'équipe se présenter, même si vous en connaissez pas mal. Et puis ensuite, on va démarrer la discussion gentiment, notamment avec l'urne et avec Camille qui nous donnera quelques petites infos sur tout ce qui revient souvent, toi, dans ton cabinet, puisque je rappelle que tu es sexologue. Je te laisse te présenter. Okay, je commence. On fait les présentations. Bonjour tout le monde. Donc, je suis Camille Bataillon. Je suis sexologue. Donc, les questions sur la sexualité, c'est au quotidien et encore plus la parentalité, donc pré-conception, grossesse, postpartum. Et d'autant plus la sortie de mon livre en 2021 qui est Réinventer sa vie intime après bébé. Donc on est dans le sujet. J'avais pu d'ailleurs interviewer Cédric et c'était super intéressant. Donc voilà, on reviendra sur les questions, mais on va commencer par la présentation. Bonjour, je suis Clémentine Gallet. Je suis la fondatrice du podcast Bliss Stories, le podcast sur la maternité sans filtre, mais aussi, depuis peu, de Hot Stories, Bliss Hot Stories, où je prends un peu une voix comme ça, un peu différente. C'est vrai ? Ouais. J'ai ma voix Bliss et j'ai ma voix Hot. Ouais. Et donc, ce podcast Hot Stories, on a lancé une capsule l'été dernier, puis là, on l'a lancé en mars de manière plus pérenne pour justement aborder également ces sujets de la sexualité et pour récolter des histoires croustillantes pour déculpabiliser les femmes et qu'elles l'écoutent avec leur mec et que tout ça fasse une sorte de relance de flamme et donc des bébés. Tu sais, tout ça est bien sûr. À 360. Évidemment, on est sur. C'est vrai que moi la dernière fois j'ai fait un trajet d'1h30. Gars, je suis sorti de la voiture, j'avais envie de faire un bébé. Non mais en fait, ce qui est ouf, c'est qu'on s'est rendu compte l'été dernier, j'ai passé mon été à recevoir des tests de grossesse de meufs qui me disaient putain, on a écouté l'épisode de Hot Stories avec mon mec. Bon test de grossesse positif. Et là, je me suis dit putain, ok, le cercle vertueux. Voilà. Bon, trop bien. Ça sera tout pour ma présentation. Merci Clem. Charline,
Bonjour à tous, moi je m'appelle Charline, je suis sage-femme et créatrice du compte Instagram Charline Sage-Femme, c'est vraiment énormément original. Vous êtes combien à avoir brainstormé sur ce nom de cet Instagram? Heureusement pas nombreux. Compte Instagram, chaîne YouTube dans lesquelles j'aborde plein de sujets de sage-famerie, c'est-à-dire que je parle de grossesse, de désir d'enfant, mais de gynécologie et j'allais dire de santé féminine au sens large. J'ai écrit également un bouquin qui s'appelle Le Grand Guide de ma grossesse sereine où je réponds aux questions les plus fréquentes autour de la grossesse, l'accouchement et le postpartum. Et donc, de par mon métier, mais également ma présence sur les réseaux sociaux, vous vous en doutez, on parle assez régulièrement de sexualité. De toute façon, mon métier, les gens viennent me voir dès qu'il est question à un moment donné d'intimité. Donc, j'en entends parler absolument tous les jours. J'aime bien en parler également, donc je suis ravie d'être là. J'en parle également à la télé. Je suis dans une émission qui s'appelle Orgasmique, qui parle de sexualité sur la chaîne Teva. Et donc, je suis ravie de pouvoir aborder ce sujet aujourd'hui avec vous tous. C'est nous qui sommes ravis, Charline. Cédric! Eh bien bonjour, moi je m'appelle Cédric, j'ai créé le podcast de parentalité engagée qui s'appelle Papatriarcat. Alors il y a un compte Instagram du même nom, on peut m'en trouver sur tous les réseaux sociaux et bien sûr sur toutes les plateformes de podcast. Je suis aussi l'auteur de 2 livres qui s'appellent le premier Tu vas être papa, qui s'adresse aux futurs et jeunes papas, mais qui est aussi lu par beaucoup de mamans, il y a des trucs sympas dedans. Et plus récemment d'une BD qui s'appelle Papa Sapiens, sur l'histoire des paternités. Voilà, alors je voudrais dire pour le public que l'épisode est enregistré et que c'est pas grave, comme je vois qu'il y a des enfants, c'est pas grave s'il y a des enfants qui font du bruit, c'est vraiment pas grave. Nous on est là et c'est important que dans les podcasts de parentalité, je trouve qu'il y ait des bruits des enfants, donc détendez-vous si vos enfants font du bruit, c'est absolument pas grave du tout. Qu'est-ce que je voudrais dire d'autre? Oui, bien évidemment que j'ai un nouveau bébé qui est arrivé dans la maison qui s'appelle Lucas, qui est arrivé le 14 février dernier. Donc le postpartum et la sexualité du postpartum, on est en plein dedans, ou pas. Attends, creuse pas trop, on va en parler, creuse pas trop. Et moi du coup j'ai une question pour commencer, et toi Rémi, t'es qui? Eh oui, merci. Michel Drucker en 2 secondes. Merci à toi, Cédric. Donc Rémi, voilà, j'ai monté un petit média qui s'appelle Daron TV. On parle bien sûr de paternité, donc dans lequel je fais aussi des podcasts où j'invite des papas à parler de leur paternité, où on parle de sexualité. J'ai eu la chance de recevoir cette dame il n'y a pas très longtemps. Et justement, on a abordé beaucoup ce thème de la sexualité. Pourquoi? Parce que moi, on me posait aussi beaucoup de questions. Et parfois, j'avais pas forcément les réponses adaptées. Donc ça nous a permis d'en discuter. On s'est arrêté à 1h45. On aurait pu parler pendant 4h30. Donc voilà, donc très content déjà d'organiser cette journée de la fête des darons, parce que c'est important, je trouve, d'ouvrir cette fête à tout le monde, qu'on passe un bon moment, qu'il y ait un truc un peu moderne, quoi, voilà, qu'on soit dans un moment un peu cool, détente, et c'est ce qui va se passer aujourd'hui, et qu'on ait quand même ce moment pour parler de ça, parce que je trouve ça intéressant. Et justement, en vous parlant de ça, je rebondis sur ce qu'on se disait, et quand on s'est rencontrés, on a parlé de ça, on a parlé de sexualité, notamment en postpartum, et tu me disais, et les gars que j'ai eus autour de moi, des potes ou pas, me disaient que c'était compliqué, souvent, après bébé, de relancer un petit peu la machine, de se retrouver à 2. Et tu m'as dit un truc, tu m'as dit la sexualité n'est que la partie émergée de l'iceberg. En fait, il faut qu'on revoie l'intime aussi pendant le postpartum. Et je trouve ça intéressant qu'on creuse aussi ça, parce qu'on a peut-être parfois des façons différentes de voir la chose. Et donc voilà, c'est cool que vous soyez là. Et merci les gars d'être avec nous, parce que c'est pas forcément easy, hein, de faire venir des mecs sur ce genre de moment. J'ai eu la chance de faire la première partie de Clémentine Garley et du spectacle Bliss Stories un peu partout. Et mon job et mon kiff absolu, c'est d'aller pointer du doigt le peu de mecs qu'il y avait dans la salle. Et autant te dire qu'au Grand Rex, il y avait combien de personnes? Il y en a eu de plus en plus. Oui, mais justement, chaque fois. Petit à petit, ça commençait à monter. Et ce qui était super, c'est que justement, on pouvait avoir des discussions ensemble après, sur nos paternités après le spectacle. Donc voilà, je suis très content que vous soyez là, les gars. Merci beaucoup. Je reprécise une dernière fois, cette histoire de d'urne où on vous a laissé poser et des questions et nous proposer des thématiques. Donc on va démarrer. On va ouvrir le premier papier. Ouvre l'urne. Donc, comment trouver les mots pour expliquer à son conjoint la perte de désir post-naissance et comment recréer des moments d'intimité? On en parlait il y a 2 secondes. Quand on est épuisé, entre parenthèses, ce qui est clairement le cas, hein, en postpartum, on va pas se mentir. Qui veut prendre la parole sur ce sujet? Camille, est-ce que tu as des choses à nous dire là-dessus? Il y a toujours plein de choses à dire, hein, de toute façon. Souvent, on dit que de toute façon, la communication, sans ça, on peut pas trouver de solution. C'est plus facile de le faire quand le couple a déjà l'habitude de communiquer, déjà de manière générale, et de communiquer efficacement.
Et le deuxième truc, c'est aussi quand un couple a l'habitude de communiquer, de parler de sexualité. Donc si on attend le postpartum, quand on est dans la tête dans le guidon, que ça aille pas, c'est un petit peu plus complexe. Donc ça, je recommande vraiment que vous puissiez le faire dès le début. Et c'est pas évident, mais déjà d'avoir cette habitude. Si c'est pas le cas, simplement aussi avec des mots. Des fois, on cherche à toujours faire des paragraphes, des longues phrases, et ça peut être des choses toutes simples en disant, voilà, je suis fatiguée, ou j'ai des douleurs, ou j'ai pas la tête à ça, et ça impacte mon désir. Toi, comment tu vis la chose, et que le couple puisse avoir cet espace-là. Mais déjà, rien que ça, on voit à quel point d'exprimer ça, c'est pas évident. Et d'avoir un cadre où on peut partager ça de manière vulnérable et de l'entendre, c'est pas évident non plus. Moi, je veux juste rajouter un petit point biologique. Ce désir, il peut être influencé par des choix qu'on fait, comme par exemple l'allaitement. L'allaitement, alors moi je défends l'allaitement au sein, il n'y a pas de débat là-dessus, mais c'est important de savoir que l'allaitement, du coup, en sécrétant beaucoup de prolactine, on va réguler la testostérone, qui n'est pas uniquement le facteur sur la libido, mais qui peut jouer sur une baisse de libido. Donc c'est important de savoir ça aussi, juste de savoir qu'en fait, il y a des choses qui viennent du corps, il y a des choses qui viennent de la biologie, des choix qu'on a fait dans le couple pour accompagner bébé, et que voilà, tout va bien. En fait, il n'y a pas de problème de désir envers l'autre, il y a des choses qui dépendent un petit peu de la biologie, et ça permet de savoir ça et de pas s'en vouloir, etc. Je vais rebondir là-dessus aussi parce que c'est souvent quelque chose. Il y a plein de facteurs qui influencent le désir, et souvent on va mettre l'allaitement justement. Donc oui, l'allaitement avec l'hormone de la prolactine, donc qui sécrète justement le lait, peut diminuer l'oestrogène, qui est donc la lubrification vaginale, peut jouer sur l'intérêt sexuel, mais c'est jamais qu'une question d'hormones. Ça, j'ai envie de le préciser quand même. La communication, c'est la clé, et l'information également. Je pense que je prêche des convaincus. Je pense qu'on est tous 100% d'accord autour de cette table. C'est plus simple si les deux membres du couple s'intéressent dès le début et s'informent tous les deux dès le début. Parce que c'est aussi une porte d'entrée pour ouvrir des discussions. Partager cet épisode de podcast, assister en couple à ce genre de talk, partager d'autres podcasts, des bouquins. Et en fait, quand on a accès à de l'information, ça permet d'ouvrir le dialogue, et ça peut être aussi un moyen détourné, et ça permet de pas tout pathologiser. En fait, tout de suite, on se dit, waouh, la baisse de désir en postpartum, c'est vraiment un énorme problème. Franchement, est-ce que c'est vraiment ça le problème, ou est-ce que le problème, c'est pas de se dire que c'est un problème? Est-ce que si on se disait que c'est assez courant, que c'est pas grave, que potentiellement ça va revenir rapidement ou pas, et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour pallier à cette caractéristique, ce moment de vie, pas employer un mot négatif, on voit les choses différemment. Et surtout, je pense que c'est important de dissocier sexualité et amour. En fait, pourquoi ça pose un problème? C'est parce que peut-être que on n'arrive pas à discuter avec l'autre parce que l'autre se sent pas aimé. Peut-être que c'est autre chose, peut-être que c'est un désir physique, et on va sûrement y revenir avec les autres questions. Mais en fait, qu'est-ce qu'il y a derrière ce problème? Et si c'est difficile d'en parler, on peut utiliser d'autres moyens aussi, écrire, laisser des notes vocales, trouver le meilleur moyen de communication pour en parler. Il existe aussi des jeux de cartes qui existent de plus en plus, qu'on peut trouver dans n'importe quelle librairie, qu'on trouve aussi dans les love shops, qui vraiment aident la communication. Et moi, ce que j'aime conseiller pour donner un conseil pratique, c'est de se donner un rendez-vous en couple pour parler, à partir du moment où vous le souhaitez, j'allais dire dès le début du couple, plus tard. Pourquoi on le fait? On le fait en entreprise, on se fait des réunions, on se fait un point d'équipe. Et pourquoi on le ferait pas en couple de qu'est-ce que tu vis en ce moment, qu'est-ce qui est important pour toi, et c'est d'avoir ces moments en dehors des grandes tempêtes émotionnelles. C'est plus simple aussi d'aborder les sujets, de se dire là c'est samedi, l'heure de la sieste, on se prend des chips, de la limonade, et on se dit comment tu vas en ce moment. Est-ce qu'il y a des sujets que tu as envie d'aborder? Et puis c'est aussi le moment pour se dire des trucs qui vont bien, parce qu'on ne prend pas forcément le temps non plus de faire ça. Ouais, moi je suis hyper d'accord avec vous tous. Je pense qu'au-delà de la communication, moi il y a un mot que j'aime bien, c'est la connexion. Et je trouve que parfois on peut communiquer complètement autrement que par des grandes discussions. Et je pense que l'important c'est de rester connecté à l'autre, même dans les creux de vagues. Et ça passe par des petits riens parfois. Mais juste de sentir que le lien n'est pas rompu en fait. Ça peut passer par un regard, ça peut passer par une petite attention, par un massage, un câlin, des gestes quoi aussi au-delà de la parole. Et juste de savoir que ok, on traverse un moment de jachère sexuelle ou que on est dans le dur, on dort pas, on s'en veut, il y a des tensions et tout, mais
on sait où on en est dans notre couple, on est connecté, on sait que ça va revenir. Et ça, je pense que c'est important. Et je pense aussi que c'est des moments, effectivement, où le partenaire, l'homme, doit peut-être mettre un peu les bouchées doubles et redoubler d'attention, redoubler de soins, redoubler de care, quoi. Nous, les femmes, on est très habituées à prendre soin de l'autre. On prend soin de notre bébé quand il arrive et tout notre soin, toute notre attention est dirigée vers ce petit être humain. Et ben, le mec, c'est lui son moment aussi de prendre soin de son enfant, évidemment, mais aussi de mettre en place du care pour sa nana. Et moi, dans notre Bliss Vanity, là, que vous connaissez sûrement, on a un petit carnet sur lequel il y a une page où il y a des petits coupons à détacher. Donc là, t'as même pas besoin de passer par la parole. C'est un petit coupon genre n'hésite pas, il y a marqué n'hésite pas à me booker un massage, n'hésite pas à me préparer un super bon repas ce soir, n'hésite pas machin. Et en fait, c'est fait pour être découpé donc et donné au partenaire ou à la partenaire et sans passer forcément par une grande discussion, juste ce petit truc. Voilà, en fait, sache que si tu veux me faire plaisir, tu peux faire ça. C'est hyper simple et moi, ça me fera très plaisir. Peut-être que tu n'y penses pas, mais je te dis que moi, en fait, aujourd'hui, c'est ça dont j'ai besoin. Juste une bonne bouffe. Garder le bébé 1 heure pour que j'aille boire un café avec mes copines ou que j'aille me faire masser. Et ça fait partie de cette connexion intangible dans un couple qui est si difficile. C'est cette fameuse mayonnaise qui prend ou qui prend pas et qui peut retomber à la naissance d'un bébé. Mais le tout, c'est moi, je pense que ces petits moments-là, ils participent énormément, beaucoup plus qu'on ne croit, à faire que le fil ne se rompe pas, quoi. Ben exactement, absolument. J'ai l'impression aussi que ce que tu disais, le moment de prendre un peu de temps pour soi, et je parle de vous, mesdames, c'est important de se retrouver en tant que femme et non plus pas que en tant que mère. Et la vie sociale aussi est très importante dans ces moments-là. C'est des moments aussi où parfois on n'a plus envie de voir son mec, on a juste envie de se retrouver avec ses copines, quoi. Parce que les copines aussi, c'est la vie d'avant. Tu vois, cette vie sociale aussi, c'est celle qu'on était avant. Et c'est hyper important de rester aussi connecté à cet autre soi qu'on était il y a quelques mois. Genre, en fait, j'avais une vie sociale, j'arrivais à sortir, Et là, d'un coup, oui, forcément, tout le quotidien est réorganisé autrement. Mais ça passe, voilà, c'est vrai que cette vie sociale est hyper importante. Et moi, je dis à toutes les femmes qui viennent avoir des enfants de sortir de chez elles. De sortir, quitte à ce que soit juste une balade dans le quartier, seule ou avec la poussette. Moi, j'ai passé mon deuxième congé maternité dans un café poussette à côté de chez moi. Mais j'y passais mes journées. Parce que c'était un endroit de vie sociale avec d'autres nanas qui avaient des bébés. Et c'est tellement important. Ça permet de se retrouver, ça, vachement, je trouve. Et je voulais justement rejoindre sur la connexion. Et souvent, 2 questions que je pose au couple par rapport à cette connexion, justement, c'est qu'est-ce que vous avez fait entre la dernière fois où vous avez fait l'amour et la prochaine fois ? C'est-à-dire, comment vous entretenez ce lien entre vous deux ? Parce que des fois, les gens s'étonnent, se disent, mais on n'arrive pas à relancer, on n'arrive pas à se retrouver. Qu'est-ce que vous faites concrètement ? Est-ce que vous attendez juste, ça y est, on est au lit et on est censé faire quelque chose, mais on n'a rien fait pour entretenir ça ? Et le deuxième point, pour rejoindre sur, de sortir ou d'avoir des moments seuls. La deuxième question, là, c'est souvent adressé aux femmes qui se questionnent, qui sont perturbées sur cette perte de désir. C'est est-ce que vous avez des moments pour vous déjà ? Et la plupart du temps, c'est non. Donc, avant de réfléchir sur comment on va mettre des choses dans la relation de couple, on va déjà se pencher sur la personne elle-même pour qu'elle ait des moments pour elle, en dehors du bébé, en dehors des enfants, en dehors des partenaires, quoi. Oui, et ces moments pour elle, pour nous, en fait, c'est au-delà d'être juste une respiration, ça fait que comme on se reconnecte à soi, et quand on revient chez soi et qu'on se retrouve face à son partenaire, on est mieux, en fait. Et donc, on n'est plus disposé à être dans un truc de séduction. Est-ce OK que la sexualité reste très éparse après 1 an et que je ne la considère que dans l'optique d'un 2e enfant ? Oui. C'est OK. La question que je pense qu'on doit se poser, c'est est-ce que c'est OK pour soi ? Oui, bien entendu, il y a 0 débat là-dessus. Mais pour l'autre, à partir du moment où on est dans une relation, ça implique l'autre. Qu'en pense l'autre ? Comment est-ce que l'autre le vit ? Moi, je vais vous dire quelque chose de très personnel. C'est que là, on a fait un 2e bébé et la question s'est posée à un moment, puisque ma compagne, elle venait vers moi que
Pour l'ovulation, alors j'entends des sujets de garder une énergie sexuelle parce qu'on veut, parce qu'on est tous les deux dans un projet d'enfant, mais il y a aussi un moment où moi je vais exprimer, je dis, tu sais chérie, j'ai l'impression qu'en fait là tu me désires juste pour procréer, quoi. Et en fait, moi ça me faisait pas du bien. Donc est-ce que c'est ok ? Oui, elle a reconnu en effet qu'elle était vraiment axée là-dessus, et ma foi, c'est ok, mais en effet, c'est passé par, pour montrer son désir, c'est passé par d'autres choses. Des choses que d'ailleurs que Clémentine évoquait, ça a été des petites caresses de la main, plus des moments d'intimité qu'autre chose. Voilà, moi la question que je voudrais soulever, le point que je voudrais soulever, c'est ok, oui, mais attention, on se parle pas d'une personne seule. C'est ok pour la personne seule, mais est-ce que c'est ok pour l'autre, quoi ? Oui, il y a des hommes que j'ai en consultation plutôt après, quand il y a eu bébé, c'est là où ils réalisent que ah ouais, mais en fait, quand on était en projet bébé, je me suis sentie utilisée, que j'étais qu'un géniteur, que je sentais qu'elle avait du désir que pour la période d'ovulation, et qu'en fait je me suis pas sentie désirée en tant que personne, mais vraiment en tant que projet, et ça abîme un petit peu la relation, la connexion. Je trouve que c'est ok, c'est toujours pareil. Je trouve que c'est ok à partir du moment où limite on en rigole, tu vois. Il y a un truc de bon bah voilà, il y a un projet de deuxième bébé, nous sommes des mammifères et nous nous reproduisons. C'est peut-être que pour ça en ce moment, mais c'est déjà pas mal. Enfin, tu vois, c'est déjà mieux que rien déjà, parce qu'il y a des couples qui ne font plus l'amour pendant des années après un bébé. Donc déjà, s'il y a un autre projet d'enfant, ça veut dire déjà qu'il y a quand même l'envie de continuer à construire quelque chose avec l'autre, et que oui, cette complicité-là, elle est commune, puisqu'a priori, on se dit que le projet d'enfant, il est mutuel. On se parle pas de quelqu'un qui va faire un enfant dans le dos. Moi, je dis que c'est ok parce que évidemment, je comprends le sentiment d'être utilisé pour les hommes, mais c'est toujours pareil, ça dépend de la façon dont c'est présenté. J'ai envie de te dire aussi, ça dépend aussi de quelle sexualité on se parle, de quelle sexualité on se met en œuvre. Parce qu'en effet, la sexualité pour procréer, là on va se parler de sexe pénétratif, a priori, sauf s'il y a des choses que je connais pas sur la biologie. Mais il peut y avoir éjaculation juste à l'entrée du vagin. Oui, bon. Ouais, mais t'as intérêt à être quand même hyper fertile. T'as un peu moins de chance, mais il y a des couples qui font ça. Mais tu vois, je veux dire, après, il y a d'autres choses en effet qui peuvent se mettre en place dans l'intimité ou avec du sexe oral ou quoi, à d'autres périodes. Qui peuvent se faire, mais c'est vrai que se dire que, en tout cas là, dans la question, j'ai vraiment ce que j'entends moi, c'est que la personne est vraiment dans une optique uniquement avec son partenaire d'avoir des relations uniquement pour ça et qu'il n'y a pas de désir à côté de ça. Moi, la question que j'aimerais, du coup, c'est ok, parce que ma foi, vous avez le droit de vivre les choses comme vous voulez, mais voilà, vraiment encore une fois, c'est ok, mais l'autre, est-ce qu'on lui en a parlé déjà, tu vois ? Est-ce qu'on a posé ça sur la table ? Oui, c'est ça. Moi, j'ai envie de répondre. Parfois, je reçois des couples au cabinet qui sont tous les deux OK avec le fait que les rapports soient hyper espacés, mais comme ils se sentent pas normaux par rapport à une soi-disant norme, alors ils ont l'impression que c'est pas normal. C'est aussi ce que j'entends dans cette question. Est-ce que c'est normal ? Est-ce que c'est OK ? Parfois, j'entends ça, et en fait, la vraie question, c'est effectivement, est-ce que dans le couple, c'est OK ou pas OK ? Mais attention, si jamais c'est pas OK dans le couple, ça veut pas dire qu'il faut se forcer. Je rappelle que tout rapport doit être précédé d'un consentement, sinon on entre dans le cadre des violences. Donc c'est plutôt, si c'est pas OK, qu'est-ce qu'on en fait ? En tout cas, si en tant que personne on se sent anormal, non, vous n'êtes pas anormal. Qu'est-ce qu'on fait quand on sent qu'on a très très peu de désir ? Déjà, est-ce que ça a toujours été le cas ? Parce qu'il y a des personnes, le désir c'est comme l'appétit, il y a des petits mangeurs, des gros mangeurs, et on n'a jamais pointé du doigt quelqu'un qui prend qu'une entrée au restaurant, quoique on les pointe parfois du doigt, et ceux qui se resservent. Mais on sait aussi que l'appétit vient en mangeant, Charline. Oui, c'est controversé. Mais j'allais dire, ça dépend du contexte. C'est vraiment très contextuel, parce qu'effectivement, en fait, la vraie question à se poser, et presque avant chaque rapport, c'est est-ce que j'en ai vraiment envie ? Parfois, effectivement, on se dit j'ai la flemme ou j'ai pas trop envie, mais au fond, ma tête, c'est que ça va me faire plaisir, et un peu comme aller au sport. J'ai un peu la flemme, mais je le fais pas contre mon gré. Et dans ces cas-là, on peut dire que l'appétit vient en mangeant. Si par contre, on n'a pas envie, on nous dit de faire du badminton, mais nous, tout ce qu'on veut faire, c'est de la course à pied, et on nous dit, mais si, teste le badminton, tu verras, à force d'en faire, tu vas aimer. Pendant combien de temps on va... voilà, c'est juste... je trouve que, en fait, quand on parle de sexualité, c'est vraiment important
de toujours se dire est-ce qu'on rentre pas surtout dans le cadre des violences quand on se force. Voilà, mais effectivement, tout ce que je voulais dire, c'est que c'est possible. C'est possible que ce soit pas anormal, mais en tout cas, si vous avez du désir qui a vraiment baissé, qui plus est en postpartum, parlez-en aussi à un professionnel de santé, parce que parfois il y a des facteurs du biologique, oui, dus à la prolactine, mais parfois il y a des choses, je sais pas, genre de l'anémie, un trouble de la thyroïde, ce genre de choses aussi. En fait, c'est bête, mais d'en parler d'abord d'un point de vue très médical, et vraiment c'est possible qu'un couple soit très épanoui en ayant très peu de rapports, mais ça, il y a que le couple qui peut le savoir. Comme à l'inverse, c'est ok que ce soit pas le cas. On n'est pas des êtres atroces si on se dit en fait la sexualité c'est important pour moi. Et c'est important aussi de se rappeler qu'il y a les sexualités partagées et les sexualités en solo, et que par définition, quand on a un rapport avec quelqu'un, c'est que les deux personnes se disent un grand oui, de se dire là on partage ce moment ensemble. Sur la question de la normalité, des fois je rigole en disant que mon métier de sexologue en fait c'est de rassurer les gens. Vraiment, c'est vraiment le premier truc que je fais dès la première séance. Et le deuxième point sur la question du désir, c'est intéressant de poser aussi la question du plaisir. Parce que peut-être que j'ai pas de désir parce que j'ai pas de plaisir non plus. Ou que j'ai des douleurs. Et ça, c'est quand même assez fréquent en postpartum. Des douleurs qui sont apparues en postpartum alors que ça n'avait jamais été le cas avant. Ou j'avais déjà des douleurs avant, puis c'est venu empirer par la suite. Donc c'est intéressant aussi de questionner ça. Absolument. Je vais déplier la prochaine question. Comment relancer son propre désir en postpartum ? Un bon vibro. du temps pour soi. Ouais, non mais moi je pense que moi j'ai offert des sextoys à toutes mes copines avant ou après leur grossesse parce que je pense que c'est primordial de se connaître soi, de connaître de savoir quel plaisir on pouvait atteindre déjà sola, indépendamment du sexe à deux, de savoir déjà, de connaître son corps, de savoir se donner de l'auto-plaisir. Ça, je pense que c'est primordial, qu'il n'y a aucune honte à le faire. Moi, j'ai plein de copines qui me disaient non, mais c'est bon, j'ai pas besoin de ça. Je suis servie, quoi. Ça n'a aucun rapport. Enfin, je veux dire, tu peux avoir une sexualité hyper épanouie avec ton mec, c'est cool, mais essaye ça, je te jure, ça n'a rien à voir. C'est deux choses hyper complémentaires. L'un ne remplace pas l'autre. En revanche, tu vas voir, ça va te donner d'autres perspectives et ça va te procurer des sensations qu'un homme ne peut pas te procurer. Je veux dire, c'est physiologique. Sorry, guys. Tu veux dire qu'on s'est fait le womanizer, ça a réglé l'histoire? Tu connais pas le sketch de Roman Frasinet qui dit putain mais pourquoi nos bites ne vibrent pas? Non mais parce que c'est vrai que il y a un truc mécanique qu'un sexe d'homme ne peut pas procurer, même avec des doigts, même avec une bouche, on ne peut pas reproduire la technique du womanizer. Mais ce qui est fou, c'est que tu connais l'histoire du womanizer. Mais bien sûr. C'est cet Allemand qui a testé ça sur sa femme pendant 10 ans. Mais bien sûr. Jusqu'à ce qu'au bout de 10 ans, elle fasse waouh. Bien sûr. Et pendant 10 ans, elle a quand même. Elle a tout testé. Elle a testé des trucs improbables. Mais oui, et jamais au bon truc, quoi. Hein. Donc voilà, moi je suis pro sex toys, voilà. Okay. Et je pense que ça alimente le désir. Moi, je voudrais juste rappeler une chose, c'est que les sextoys, ça s'utilise pas que toute seule. Aussi. C'est important. Ouais, mais déjà. Tu vois. Mais voilà. Après, par rapport au retour du désir en postpartum, moi, je sais pas si c'est un homme ou une femme qui a posé la question. Bien vu. Mais en fait, je voudrais pas qu'on tombe dans le cliché de les hommes ont forcément tout le temps du désir aussi. En postpartum, potentiellement, on a vu des choses à l'accouchement qu'on pensait pas voir. Potentiellement, il y a des choses et potentiellement aussi de la fatigue que nous on peut ressentir. Enfin, on peut avoir plein de facteurs qui font que notre propre libido, notre propre désir, c'est pas là. Donc, je pense aussi que le côté un peu comme ce que Clémentine a évoqué tout à l'heure, le fait de même pour les mecs aussi penser à soi. Alors attention, parce que la société nous laisse beaucoup penser à nous. Il faut quand même trouver un juste milieu entre, en effet, bien prendre soin de la maman et penser à soi. Hein. Faut pas partir au sport tous les soirs, les gars. Mais en effet, je pense qu'on a aussi droit à ces moments-là. Mais on a aussi droit à ces moments seuls, d'exploration seule. On a aussi droit à ces sextoys. Voilà, ça existe. Je vous dis ça parce que, à titre personnel, moi, j'ai investi dans un sextoy pour ce postpartum. Ça s'appelle le Arcwave. Et en fait, c'est le womanizer de la tub. Vas-y, raconte. Wow. En fait, tu mets ton modèle de bagnole. Je vais pas faire les gestes, mais en fait, tu mets ton pénis dans une espèce de gaine et tu as le même système que le womanizer. Donc c'est de l'air pulsé
et que tu vas pouvoir faire aller sur tout ton pénis, que ce soit le frein, le gland ou les corps caverneux. Et Voilà. c'est agréable? C'est extrêmement agréable. Non, mais bon. Et là aussi, Est-ce que c'est vraiment différent pour le c'est corps? très différent. Et là aussi, tu as des sensations que ne procure ni un vagin, enfin Voilà. ni un orifice quelconque, ni une langue, ni ou quoi. Voilà. Donc c'est. Ok, intéressant. Et ça, c'est important parce que ça ramène aussi à un sujet qui me semble aussi très important, dont tu parles beaucoup, Camille, dans ton livre, c'est que moi, il y a un truc que j'ai compris vraiment avec ça c'était au premier postpartum, c'est que chacune, on est responsable de son plaisir et de son désir. On le partage avec l'autre, mais on est responsable de son plaisir et de son désir. Et en postpartum, je pense que c'est important de s'approprier ça, parce que moi, par exemple, bon, du coup, je parle beaucoup d'exemples personnels, mais moi, ma libido, elle pète le feu en ce moment, ma compagne, c'est pas un sujet. Ben, heureusement que je suis à l'aise avec ça, heureusement que je suis à l'aise avec la masturbation, heureusement que je suis à l'aise avec le fait que c'est pas parce qu'on n'a pas de relation qu'elle m'aime plus, qu'elle me désire plus. Heureusement qu'il y a d'autres gestes d'intimité comme des câlins, des bisous, des caresses, des regards, comme tu disais, des simples regards des fois. Et ça, je pense qu'une fois qu'on arrive à s'approprier ça, ben, le désir, en fait, il revient quand il veut, mais quand on n'a plus la pression du désir de l'autre, qui est plus souvent mise sur les femmes, soyons très clairs là-dessus, ben en fait, ça libère. Et de la même manière pour les mecs, quand on n'a plus cette pression qui est plus une construction sociale de « moi, je dois tout le temps avoir du désir, je dois bander fort et je dois toujours avoir envie de baiser », ben, ça fait du bien aussi, les gars. On se détend. Ouais, tu peux revenir sur ce... Non. Sextoy, non, mais je te donnerai la ref. C'est Non, sponsorisé. mais tu me donneras les références. Non, je parlais à Cliquez sur Charlie. le lien. Je parlais à C'est ça. ouais, c'est ça. Non, je voulais que tu reviennes, tu sais, on s'est parlé aussi tous les deux de ce truc de la Vierge, la mère et la putain, tu sais. Et tu parlais des mecs qui ont vu des choses potentiellement et qui machin, et qui parfois eux aussi changent complètement en postpartum parce que justement, bah, il y a eu quelque chose qui a changé, qui a vrillé dans nos têtes, quoi. Ouais, effectivement, il y a une théorie qui s'appelle la Vierge, la mère et la putain, qui a tendance à classer les femmes dans l'une de ces trois catégories. Et effectivement, il y a pour certains hommes le fait de voir leur femme devenir une mère, eh bien, ça change le regard qu'ils ont sur elle. Tout à coup, elle devient beaucoup moins désirable parce qu'en fait, c'est une maman. Et les mamans, bah, on les touche pas. Et donc, cette construction un peu, c'est typique de, on est au lycée, il y a, je vais être très vulgaire, mais bon, c'est compliqué de pas l'être quand on parle de ça. Ça doit sûrement être possible. Je suis désolée. Il y a cette construction de, c'est une meuf à baiser ou c'est une meuf à marier. Quand on a cette vision de la sexualité de, du coup, la meuf pour qui on a du désir, elle est pas vraiment respectable. Ensemble, on fait du sale entre guillemets, et donc je vais plutôt marier celle qui va me faire un enfant. Et un jour, je me dis pourquoi j'ai plus de désir pour elle. C'est parce que j'ai dissocié le fait que une femme peut être ces trois parties de manière tout à fait respectable, et le fait d'avoir une vision de la sexualité qui est sale, qui est impure, c'est sûr que c'est aussi un frein à la sexualité en postpartum et à la sexualité pendant la grossesse aussi. Et là, des deux côtés, donc ça peut être l'homme sur sa femme, mais aussi la femme en tant que telle qui se dit je sais pas, est-ce que maintenant je suis une mère? Bien que à l'inverse, clairement, s'il y a bien une manière de dire au monde entier que vous avez une vie sexuelle, c'est d'être enceinte. Et donc à l'inverse, ça peut libérer, alors qu'on pouvait avoir une sexualité plutôt timide avant, le fait d'avoir eu un enfant, ça peut tout à coup libérer, parce qu'on a dit au monde en fait qu'on avait eu au moins un rapport pour concevoir cet enfant. Et il y a ce côté, ok, en fait maintenant je suis une meuf respectable parce que je suis une maman, et donc je peux faire du sale. J'adore cette expression. Ben oui, bien sûr. Merci à tous les quatre. On va passer à la question suivante qui est des conseils pour retrouver une sexualité épanouie malgré le cruel manque de sommeil. Il y a alors dormir quand on peut. Il y a des choix qu'on peut faire aussi et qui sont encore une fois des choix qui sortent un peu de l'ordinaire. Nous, par exemple, à la maison, c'est alors, je vais parler de la grande. Ça a été cododo pendant 2 ans et demi, allaitement pendant 4 ans, et en fait, pendant 1 an, à peu près 12 mois, parce que moi, en plus, je travaillais à différents endroits, on a fait lit séparé. C'est-à-dire que moi, j'ai dormi dans une autre pièce la nuit. Tout simplement parce qu'en fait, avec l'allaitement et le cododo, moi, je ne servais pas grand-chose la nuit. Voilà. Et du coup, l'idée, c'était qu'au moins un de nous deux soit en forme. Et en plus, ma compagne passait des meilleures nuits. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment, par rapport à ça, on s'est vraiment dit, cassons les constructions sociales. En fait, qu'est-ce qu'on veut? Ce qu'on veut, c'est bien dormir. Et en fait, pour bien dormir, fallait qu'on dorme, elle avec bébé, et moi de mon côté. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on va sûrement refaire là cet été. Pendant combien de temps? C'est des phases ou Ça a duré 12 mois, nous. Mais en fait, vraiment, ça a été... tu vois, ça s'est posé. En fait, le truc, c'est qu'on était tellement fatigués, on s'est dit, ce qu'on veut, c'est dormir.
Et on s'est rendu compte qu'en fait, à 3 dans le lit, on c'est dormait l'enfer. pas bien, tu vois. Et vous vous invitiez du coup d'une chambre à l'autre Et ben, ou pas c'est ça qui est intéressant, c'est que du coup, en fait, ma chambre était devenue, l'endroit où on pouvait se retrouver. Un bésodrome. Sympa, tu vois. Et, Et l'enchantement. et c'est vrai que c'est sympa. Mais après, il n'y a pas que la chambre. Hein. Je pense aussi que quand on a des enfants, surtout qu'on fait du cododo, et que du coup le lit ne devient plus un lit conjugal, on voit différemment le canapé, la cuisine. Enfin voilà, il y a plein d'endroits qu'on peut découvrir. Oui, il faut ou réenvisager redécouvrir. son appart différemment. On peut voir les choses différemment. Mais je pense qu'en effet, ça demande aussi de questionner ces constructions sociales qu'on a. Et si le sujet, c'est nous, ce qu'on veut, c'est bien dormir, ben, on s'en fout de ce que les gens peuvent dire, penser ou quoi. On va juste prendre ces décisions-là. Et en effet, une fois qu'on arrive à mieux dormir, moi là, je suis pas expert du sujet, peut-être que Camille pourra le dire, mais franchement, quand on a un meilleur sommeil, pour retrouver du désir et de la libido, c'est quand même plus facile. Oui, Tout déjà est c'est plus clair. facile. Hein. C'est pour ça qu'on disait de dormir. Moi, si les personnes me disent elles sont exténuées, je vais pas dire alors on va vous trouver des tips. Non, vous allez déjà dormir. Mais c'est vrai, je te rejoins. On questionne beaucoup aussi comment vous dormez, la qualité du sommeil. Et ce que tu dis, c'est typique de plein de couples. Mais il y a encore ah non, mais que vont penser les gens si on dort séparément, ou alors notre sexualité va être foutue. Donc on essaye de déconstruire un petit peu tout ça et d'essayer de réorganiser. On pense souvent dans les consultations sexo qu'on parle de sexe. Non, la plupart du temps on parle d'organisation, surtout pour les parents. On essaye de voir le rythme, on essaye de voir l'organisation et donc voilà, de déjà dormir, d'avoir des phases, des moments pour soi, des moments de couple. Charline, tu le disais aussi, des moments de couple et qualitatifs, d'avoir des moments où on peut penser notre couple sans forcément parler des enfants, des bébés, de pouvoir parler de nos projets, pouvoir parler de comment va la relation, comment va notre sexualité, qu'est-ce qu'on peut faire. Enfin, il y aurait plein de choses à dire, mais voilà, moi, j'aime bien vous écouter et rebondir. Maintenant, il y a des études qui prouvent un truc qu'on savait tous avant les études, c'est que au plus un couple répartit les tâches ménagères, les tâches domestiques de manière équitable, au plus la sexualité est épanouie dans le couple. Et la relation. Et la relation, au sens large. Ça paraît assez évident, mais la question aussi à se poser, c'est est-ce que les deux membres du couple sont fatigués de la même manière ? Et on peut se dire qu'en tant qu'équipe, alors qui plus est en postpartum, on n'est pas forcément, et moi c'est pas ce que je recommande, d'être sur du 50-50. C'est normal que la personne qui soit la moins fatiguée en fasse plus pour soulager la personne qui est le plus fatiguée et pour retrouver cet équilibre dans la relation, cet équilibre dans le désir. Donc vraiment, si jamais vous n'étiez pas encore convaincu sur le fait de répartir de manière équitable les tâches domestiques, c'est ça aussi, jouer sur la fatigue et retrouver le désir et la connexion et tout ce qu'on a déjà abordé. Ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, solliciter son partenaire pour prendre l'enfant, dormir à tout prix. Et il y a une phrase que dit notre amie Louise Chabat, que je reprends souvent, elle dit « Don't split until you sleep ». Et je trouve ça très juste, parce que c'est vrai que quand tu dors pas, t'es dans un état de nervosité, de ras-le-bol de tout. T'as le petit nuage noir avec la pluie au-dessus de ta tête. Non mais c'est l'enfer, c'est une torture. On a tous été terrassés par la fatigue. Et c'est vrai que c'est un engrenage dont on a du mal à sortir. Et je compatis vraiment avec les parents qui ont des enfants qui ne dorment pas pendant des années. Ça te bute, en fait. Mais vraiment. C'est comme des vagues, c'est comme les vagues des contractions à l'accouchement. Là, c'est les vagues qu'il faut laisser passer, ne prendre aucune décision importante tant qu'on est dans cet état de manque de sommeil. Moi, je pense vraiment. Et voilà, et laisser passer la vague. C'est ça le baby clash. Mais c'est ça, c'est clairement bien ça. Sûr, la première année, quoi. C'est la vague de prend fatigue. La rafale. C'est voilà, t'étais moi j'avais l'impression d'être dans une essoreuse, quoi, tu vois. Donc ouais, voilà, laisser passer et redoubler d'indulgence, se dire qu'on n'est pas dans notre état normal en fait, et que donc on a en face de nous quelqu'un qui n'est pas non plus dans son état normal. Donc on s'en parlera éventuellement quand on se retrouvera. Voilà, la personne avec qui on a décidé de partager sa vie. Voilà, parce que tant qu'on est dans cet état-là, on n'est pas dans la vraie vie, en fait, enfin dans la vraie réalité. Voilà. Ah oui, je remercie Louise pour ce conseil. Je l'ai appliqué pour moi-même en postpartum. On se l'est dit même. On s'est dit, on se sépare pas après. Enfin voilà, on attend les 1 an et on verra après coup, quoi. Et c'est vrai en fait, il y a des choses qui nous semblent maintenant futiles, quoi. Et de le formuler. Ça permet aussi de se dire, ah ok, on est dans cette période de notre vie, d'accord. Bon,
Donc il y a un truc presque on met sur pause, tu vois. Prendre du recul. Mais Voilà, encore faut-il toutes les pouvoir décisions. communiquer, c'est toujours ça, on parlait de communication Ah bah au ouais, début ouais, de bien conversation, en fait c'est ça, c'est ouvrir la communication dans le couple à fond avant d'avoir des enfants, si on peut le faire c'est cool, et puis après encore plus. Nouvelle question, activité sexuelle avec bébé dans la chambre, comment se retrouver? Eh bien je crois que Cédric a quelques tips. Hein, en Alors, faisant une petite déjà- tortilla. Déjà, ça va peut-être vous choquer ce que je vais vous dire, mais on se parle souvent avec de cododo, etc. Les seules études qui ont été réalisées là-dessus montrent qu'avant 1 an, il y a bébé, vous n'allez pas le traumatiser de quoi que ce soit. On va potentiellement projeter ce qu'on appelle l'adultomorphisme, c'est-à-dire dire qu'on va le traumatiser parce que j'ai vu sur les réseaux des gens qui disaient oui, mais il y a une atmosphère érotique dans la pièce. Non, ça c'est nous qui projetons quelque chose. Ce qu'ont démontré les études, c'est qu'il y a rien qui va se passer pendant 12 mois. Par contre, et c'est mon cas, moi, je suis incapable de faire quoi que ce soit avec bébé dans la même pièce. Voilà. Parce que ça me dérange, parce que ça me gêne, mais je conçois qu'il y a des gens que ça dérange pas. Alors après, les astuces, c'est quoi? Avoir un babyphone. Déjà, c'est tout con, mais comme ça, au moins, on a le truc. Et j'avoue que c'est aussi dérangeant quand même d'avoir ce petit écran qui est là juste à côté de nous, avec T'as l'impression pendant- d'être en live. pendant qu'on fait nos trucs, tu vois. Et puis et que ce soit toi ou ta compagne, ou peu importe, même en dehors des modèles hétéronormés, tu sais, t'as ce petit coup d'œil, tu vois. Ce petit coup d'œil vers l'écran, t'es en train de faire ton truc, et puis t'as ce petit coup d'œil vers l'écran. Et ça, par contre, ça peut être perturbant. Mais sinon, après, oui, ça va être... je pense, moi, que ça va être de tenter des choses, de sortir des idées... Sortir de la chambre peut-être. Déjà de sortir de la chambre, mais aussi... Ou sortir l'enfant de la chambre. mais Oui aussi. alors, ça Tu peut sais, être sur sortir un l'enfant petit de la truc à chambre. roulette. L'enfant, Grave. voilà, tu le mets Poussette dans le couloir. temporairement dans la salle de Tu bain, nous excuses dans la 10 cuisine. minutes, voilà. pas plus. Non mais comme ça au moins tu gardes ton lit. Bah, Enfin, ça si peut t'as être envie, sortir c'est l'enfant. plus- Ça peut être sortir l'enfant, ça peut être plein de choses. En tout cas, ça peut être aussi sortir de la sexualité peut-être qu'on avait avant, parce que peut-être qu'avant, on avait le temps de faire un peu de sexe oral, de faire un peu de sexe pénétratif, etc. Et puis de quoi on a le temps, en fait. De quoi on a le temps. Et ça peut être aussi le moment d'ouvrir une certaine communication. C'est, chérie, en fait, tu vois, tu parlais du womanizer, etc. Mais ça peut être le moment de dire, écoute chérie, on a que 10 minutes, je sors mon womanizer, toi, je monte sur toi, et on fait notre truc. Tu vois. Ça peut être ça aussi. Ça peut être ça, peut mais je trouve libérer ça la parole. tellement tu vois. fou de timer les trucs. Allez, let's go. Sors le matos, ça part. Faut déconstruire tout Tu sais, ça, en fait. moi, mon bébé, là, maximum, il dort 25 minutes. Il a des reflux, maximum, il dort 25 minutes Ah ouais. d'affilée. Or, à part la nuit, heureusement, mais en journée, tu vois, la nuit, on arrive à faire quelque chose parce qu'il a sa mère en tétée permanente. Mais en journée, c'est 25 minutes maximum. Donc, ouais, t'as 25 minutes maximum pour faire ce que t'as envie de faire. C'est large. Suffisant. On est d'accord. Attends. Ouais. Accepter sa prise de poids, nouveau corps après plusieurs enfants, ça c'est un vrai... il faut en parler parce que forcément ça joue aussi sur la sexualité, parce que quand on ne se plaît pas, parfois on a du mal à passer à autre chose et avoir une sexualité épanouie. Ça, c'est la question qui revient beaucoup en postpartum, mais qui est souvent déjà présent avant quand même aussi, mais qui peut être accentuée en postpartum. C'est effectivement, si je me sens pas désirable ou sexy, c'est inconcevable ou difficile pour moi de sentir un regard érotique ou de séduction envers moi-même, puisque même moi, déjà, j'ai déjà du mal avec ça. Et comment on fait pour dépasser ça? C'est pas évident. C'est vraiment pas une question évidente. Là, je recommande souvent à les personnes d'être accompagnées avec du travail psy aussi. On parle d'acceptation ou de neutralité, de body neutral, d'avoir un petit peu, au lieu de se détester, d'essayer d'arriver à quelque chose où je suis OK avec ce corps-là, mais c'est vraiment un cheminement qui des fois peut prendre des années, voire des fois n'est pas totalement résolu, parce que c'est souvent quand même plus les femmes, évidemment. Elles vont dire, mais mon partenaire, il me dit qu'il me trouve belle, lui, ça n'a rien changé. Et effectivement, il peut faire des compliments et ça, je vous encourage quand même à le faire, mais c'est pas forcément ça qui va changer puisque c'est le regard que je porte sur moi-même. Donc il faut que je puisse travailler sur ce regard que je porte sur moi-même, qui est des fois empreint de ce qu'on a pu me dire dans mon enfance aussi. Des femmes qui disent, mais moi, des petites, on me pensait grosse, on me voyait grosse, alors qu'en fait, quand je regarde les photos, c'était pas du tout le cas. Ou même si c'était le cas, il y a eu des propos grossophobes et ça m'a marqué et donc j'ai du mal. Et puis même, on est entouré de magazines, on est entouré d'Instagram. C'est difficile des fois de trouver des corps qui nous ressemblent et donc on se dit encore une fois je suis pas normale ou je peux pas être désirable parce que dans la société me prouve que je ne suis pas désirable puisque je suis invisibilisée. Non, mais je pense que c'est vraiment important de se rappeler de ça parce qu'il y a aussi le sujet que tu évoques, c'est les représentations. Et je pense qu'aussi ce sujet de poids, ça peut aussi, bien entendu que ça touche plus particulièrement les femmes. Moi, par exemple, j'ai pris du poids pendant la grossesse. J'espère vite le reperdre parce que je me sens pas au top de mon corps. Mais vraiment, le sujet des représentations, il est hyper important. Et
on parle aussi des représentations des magazines, mais osons parler du porno. Je veux dire, on voit quel sujet, dans quel, alors du porno éthique, hein, bien entendu, mais dans quel sujet, dans quelle représentation on va voir une femme qui va être dans ces situations que là, nous, on connaît au quotidien, en fait. Dans quel, et je parle même du porno audio, je pense à Fantasy, qui est une super plateforme, mais où sont les contenus où on va parler de parentalité ? Où sont les contenus où on va dire j'ose pas aller vers ma femme parce qu'elle vient d'accoucher, elle me dit qu'elle est pas belle. Où sont les contenus où on va retrouver ces questions-là et les résolutions de ces questions-là. C'est-à-dire quelle représentation aujourd'hui nous on a, quelle représentation les femmes ont pour se dire ah ben elle aussi elle se sent pas belle, mais elle est quand même allée vers son partenaire est venu vers elle, ils ont mis ça en place. Où sont les représentations disponibles pour réussir à se sentir moins seul là-dessus. En effet, là-dessus, il y a un grand blanc, y compris dans la sphère audio-érotique. Faut que tu écoutes Hot Stories, Cédric. Je pense que c'est urgent. Parce que justement, nous, dans ces épisodes-là, surtout la deuxième saison depuis mars, on interviewe justement beaucoup de femmes mères et on essaye de décortiquer, de déconstruire et d'essayer de comprendre comment justement elles ont vécu cette période postpartum et comment elles ont ravivé la flamme, comment elles ont réinventé une sexualité parfois complètement différente de celle qui existait avant. Ça passe parfois par des extrêmes avec le dernier épisode, le titre c'est Chérie, prends un amant s'il te plaît. Donc c'est aussi comment l'autre va se dire ok, ma femme se sent tellement mal et j'ai beau lui dire que je l'aime, qu'elle est belle, et ben en fait peut-être qu'elle a besoin du regard d'un autre homme sur elle pour se sentir à nouveau femme, à nouveau désirable. Bon, je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, je dis que c'est des exemples en tout cas d'autres choses, d'autres possibilités qui existent. Et parfois, on se parle de porno, c'est aussi un champ des possibles différent, quoi. Voilà. Et je suis agréablement surprise de voir à quel point justement certains couples osent aller dans sur des territoires qu'ils auraient peut-être jamais imaginés auparavant. Mais face à cette complexité de leur situation de couple après l'arrivée d'un bébé, ils prennent les choses en main et ils essayent ce genre de choses. Et parfois, ça peut être vraiment salutaire. Et ça ne veut pas dire que le couple va s'installer dans un truc pérenne. Tu vois, ça peut être éphémère. Ça peut être juste ce petit coup de pouce. Et rien que de savoir que l'autre est open aussi pour ça, open pour envisager d'autres choses. Je pense que ça... Tu sais, souvent, juste de savoir que ça existe ou juste de savoir que c'est possible, ça te détend, en fait, vachement. Et je voulais rebondir justement sur Hot Stories parce que du coup ça aborde plein de choses diverses et en tant que sexologue j'ai vraiment aimé les premiers épisodes de la saison 2 où là je retrouve pas mal quand même de ma clientèle en termes de douleur, en termes de questionnement et je trouve ça intéressant aussi de parler du côté qui fait peut-être des fois un peu moins vendre mais qui est important aussi pour montrer que on n'est pas seul et qu'il y a plein d'autres femmes qui vivent ça et c'est super important de l'entendre en plus sur Bliss qui est The Podcast quoi. C'est la prochaine et l'avant-dernière question, les amis. Quand est-ce... Waouh, gars. Fais voir. Quand est-ce considéré normal de reprendre une activité sexuelle après l'accouchement ? Excusez-moi, je ne sais pas qui a écrit cette question, c'était clairement français. Et j'ai bugué. En tant que sage-femme, nous, dans la santé, qu'est-ce qu'on recommande ? Souvent, vous allez entendre pas de rapport pénétratif, le mois qui suit la naissance, même si on a accouché par césarienne, pour éviter les douleurs par rapport aux cicatrices, etc. Il y a d'autres personnes qui vont dire pas avant le retour de couche, qui arrive au bout de 6 semaines pour certaines personnes, et qui arrive bien plus tard si on prend une contraception ou si on allaite. La vraie réponse, on est tous d'accord, c'est quand vous en avez envie, et souvent on se pose la question quand ça n'arrive pas rapidement, du coup. Quand on parle de sexualité, il n'y a pas de normalité. C'est tellement bateau comme phrase que j'ai l'impression qu'on ne se rend pas compte à quel point elle est vraiment, vraiment importante. Et c'est pour ça que parfois, je vous répète, mais je vous assure qu'il y a des couples qui sont épanouis alors qu'ils ont vraiment des rapports de manière très, très espacée. La vraie question, c'est toujours, est-ce que c'est OK pour vous en tant qu'individu et est-ce que c'est un problème dans le couple ? Pour vous donner des exemples, moi, j'ai des patients qui n'ont pas repris au bout de 9 mois, mais pour qui tout va extrêmement bien. Il n'y a pas d'appréhension, pas peur d'avoir des douleurs. Ils se sentent connectés au sein du couple, ils communiquent bien, mais en fait, c'est vraiment pas le sujet. D'autres qui ont repris au bout d'un mois et pour qui tout se passe hyper bien.
Et c'est important de le rappeler, mais je me souviens plus des chiffres exacts, Camille. Une femme sur 5, c'est ça que tu veux dire? Une femme sur 5 qui a repris son premier rapport sexuel post-accouchement sans en avoir envie. Vraiment, quand on dit c'est le moment où vous en avez envie, c'est tellement bateau, encore une fois, que parfois on se rend pas compte à quel point c'est important, mais c'est ça, on se regarde et on se dit, on a envie. Et je rebondis sur ce que Clémentine a dit concernant le champ des possibles, parce que les mots-clés, on a pu dire communication, on a pu parler de connexion, et je pense que ça répond beaucoup à cette question. Et c'est aussi vraiment ouvrir le champ des possibles. En fait, qu'est-ce que c'est la sexualité? Si vous considérez que c'est s'embrasser tout nu, se frotter l'un contre l'autre, c'est de la sexualité, il est possible que vous n'ayez jamais arrêté, et il est possible que vous n'ayez donc pas à reprendre. Donc c'est ça aussi, c'est... peut-être que les mots-clés, c'est communication, connexion, déconstruction de ce qu'on voit comme la sexualité. Je rebondis parce que il y a notamment dans ces champs des possibles, tu sais, enfin moi j'ai jamais testé, mais j'ai déjà interviewé des femmes qui l'ont fait. Tu sais, la sexualité un peu tantrique, sans se toucher, le slow sex, voilà, c'est ça le mot que on te le recommande, Clémentine. Il n'est jamais trop tard, c'est incroyable. Il paraît que c'est génial. Et alors là, typiquement, bon bah t'as pas besoin de galère de est-ce que je suis prête? Attendez, excusez-moi, est-ce qu'on peut rappeler ce que c'est? Parce que moi je suis largué complètement. Le gars ne connaît pas le slow sex. Les gars, attends, il y a 3 gars dans l'assistance. Je suis spécialisée en plus en slow sex. Oui. Bah let's go. Non, mais surtout en plus dans le livre Réinventer sa vie intime après bébé, justement, je parle du slow sex pour réinventer sa vie intime. Et surtout, tu parlais de déconstruction, c'est vraiment déconstruire cette image qu'on a de la sexualité où, comme dans le porno, ça doit aller vite, ça doit aller fort, on n'est pas connecté à ses sensations, on est dans du mécanique, on est dans de la performance, on est dans une pression. Bon, bah, le slow sex, c'est enlever tout ça. C'est revenir aux sensations corporelles, c'est vraiment ralentir. Alors, quand on parle de slow sex, slow, c'est ralentir, mais ça n'a pas besoin d'être lent non plus, mais c'est souvent associé en plus la lenteur à de l'ennui. Mais quand on est connecté à ces sensations, on ressent tellement de choses qu'on ne peut pas s'ennuyer. Et souvent, on cherche beaucoup de choses très variées. On a parlé des sextoys, à mettre des nouveaux sextoys, des nouvelles positions, la nouvelle lingerie. Tout ça, en slow sex, on peut presque l'enlever et se dire, en fait, faut venir comment mettre de la conscientisation dans les sensations corporelles et on peut vraiment pas s'ennuyer. Donc bref, le slow sex, c'est en fait ralentir pour mieux ressentir. C'est déguster un bon Mais plat, on peut y aller clairement. Comment ça se matérialise? Déjà, ce qui est important de savoir, c'est comment fonctionne aussi notre corps. Il y a un excellent épisode des couilles sur la table avec un urologue qui parle du pénis. Et le pénis, comme le clitoris par exemple, ce qui va le plus stimuler ce type d'organe, ça va être les changements de température et les changements de pression. Or, quand on fait des va-et-vient comme un gros bourrin, je dis pas qu'on peut pas prendre de plaisir là-dedans et qu'il y a rien. Chaque parcelle de notre corps on n'y est pas connecté déjà, et en plus on arrive sur quelque chose qui est très mécanique, qui est pas vraiment conscientisé. Dans le slow sex, l'idée, je vais vous donner un exemple très précis, très concret. On va rentrer complètement dans le vagin, on va rentrer son pénis en entier, et on va bouger doucement, et on va chercher à conscientiser qu'est-ce que je ressens au niveau de mon gland, qu'est-ce que je ressens au niveau du frein, qu'est-ce que je ressens au niveau du reste du corps caverneux, qu'est-ce que je ressens en fait dans chaque partie de mon pénis. Ça va être pareil pour les partenaires féminines, donc c'est quelque chose de très lent, en effet, d'où le nom slow, et c'est quelque chose qui est hyper agréable, hyper intense, et a priori, alors peut-être que Camille, toi tu as une vision plus large, mais en tout cas, nous dans notre couple, ça augmente la connexion, mais de malade. Mais je précise que tu n'es même pas obligé il n'est même pas obligé d'y avoir pénétration. Oui, bien sûr. Ça peut être les deux partenaires, tu vois, face à face, emboîtés, tu vois, les jambes, voilà. Ouais. Et puis face à face comme ça, et dans un truc de ressentir en fait l'autre, tu vois, mais avec des petites caresses toutes douces ou des mots, ou de la musique ou des vibrations, et ça fait, c'est un peu le sexe tantrique aussi, c'est un peu la même chose, se reconnecter à son corps à travers l'autre aussi, tu vois, ce qui se passe sur la peau, ce qui se passe dans le souffle, ce qui se passe dans la respiration, et ça peut faire monter très très haut sans qu'il y ait penetration. Oui, sans même toucher les parties intimes. Même, oui, sans même qu'il y ait éjaculation. Ouais, et c'est hyper intéressant, qui plus est en postpartum, de se dire on peut. Mais c'est du chamanisme. Ouais, un peu. Non, mais. J'ai une question du coup pour les mecs qui sont là. Les gars, est-ce que vous savez ou est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir un orgasme sans éjaculer? Mais jamais, gars. Pardon, jamais. Hein. Bon, bah, il y a des trucs à tester, les gars. Ouais, et c'est tous ces mouvements de sexe on a une positif. Réponse ou pas, Claire, de tout le monde? Non, il botte en touche. Ah ouf. Botte en touche. Ah ouf.
Et ouais, non, mais tous ces mouvements, slow sex, tantrisme et tout, ça fait partie du ce que moi j'appelle, enfin, ou ce qui est appelé le sexe positif. Et je trouve que de ramener une façon différente de faire l'amour, avec de la joie, de la complicité, des sourires, des machins, bah ça te change radicalement de la culture du porno et du bourrin, quoi. Et ça fait du bien. Parce que souvent les personnes vont dire ouais mais ça a l'air compliqué, c'est ennuyant, et effectivement c'est quelque chose qui se pratique. Ça va mettre du temps aussi, donc il faut pouvoir être accompagné. Ça demande un petit entraînement. Il y a un livre qui existe. Voilà, donnez-nous des j'ai tips, oublié le Slow sex. Ouais, il y a un cahier d'exercice, mais en tout cas, ce que j'avais utilisé. Love Meditation. Désolé, c'est Emmanuel Duchesne. C'est une amie. Bref, Il y a plein d'outils super. Il y a des choses qui existent si vous posez des questions là-dessus pour accompagner. Tu tapes Sex meditation. Ouais, il y a. Enfin, moi, quand j'ai découvert ça, il y avait 2 livres qui existaient dans le cahier d'exercice et c'est vraiment intéressant. Donc j'avais parlé des cartes qui ouvrent les discussions. Si je peux donner des noms. Il y a genre Osmose qui est super chouette, qui parle pas que de sexualité d'ailleurs, et il y a en application, je crois que ça doit s'appeler Jeu de couple. Pour le coup, il y a le téléphone dans le lit, mais bon, la réalité c'est qu'il est quand même souvent pas très loin. Et vous mettez vos 2 prénoms et vous pouvez. Et en fait, c'est des actions. Et il y a genre 4 ou 5 niveaux, et facilement jusqu'au 4e niveau, il n'y a pas de pénétration. C'est vraiment pendant 10 secondes, embrasse tel endroit, pendant 20 secondes. Et donc, ça permet aussi, parfois, quand on manque d'imaginaire érotique, de pouvoir s'appuyer sur d'autres choses. Bien sûr. Ouais, c'est vachement bien. Il y a un jeu de cartes aussi qui s'appelle Discutons, qui est pas mal. Ouais, Merci beaucoup. Merci beaucoup. Que je trouve pas mal fait aussi. Et c'est vrai que ça permet d'aborder des sujets, enfin d'ouvrir la discussion. Voilà. Et c'est toujours bien d'ouvrir la discussion. Il y a Bliss Hot Stories qu'on peut écouter en voiture en couple. Hot Stories. Sur le trajet des vacances. Absolument. Avec les enfants qui dorment, bien sûr, Bien à l'arrière. En sieste. Bien sûr. Ou de prendre un bain avec son mec et de se mettre un petit épisode. Ouais. Ou de créer le moment. Trouver ce prétexte-là pour se réserver un petit moment. Ou juste de lui envoyer et de lui dire écoute et on s'en parle ce soir, tu vois. Je sais pas, ça c'est un outil qui peut déclencher des bons moments. Moi évidemment j'ai plein de recommandations, donc vous pouvez m'écrire à hello@camillebataillon.com et je vous les enverrai. Je peux vous recommander mon livre Réinventer sa vie intime après bébé qui sort en e-book, la version revisitée avec là encore plus de ressources, etc. Mon podcast Camille parle sexe où on aborde des fois aussi le sujet du postpartum, mais pas que, avec des fois des stars de la sexo internationale, donc voilà. Et je jouis comme je suis, je crois que c'est en français, comme As You Are d'Emily Nagoski, où là c'est un guide plutôt pour le public féminin, mais c'est cool aussi de le lire en couple pour mieux comprendre le fonctionnement du désir et du plaisir dans le volume 2. Bah moi, il y a un site que j'avais aimé découvrir il y a longtemps. Alors, la version anglaise, c'est Oh My God Yes, OMG Yes. Ouais. Et je crois que la version française, c'est Climax. Aussi pour les mecs, ne partez pas du principe. Nous, on a appris à l'école comment ça fonctionne un pénis. On n'a jamais appris ce qu'était un clitoris. Donc, on met son ego de côté, on y va, on se tait, on apprend. Et on applique et on communique. Sir, yes sir. Ok. Eh ben écoutez, merci infiniment. Juste vite fait un peu d'actu pour vous. Toi, Charline, tu as ton livre qui est sorti en début d'année qui s'appelle Le guide de ma grossesse sereine. Le grand guide de ma grossesse sereine. Le grand guide. Il est gros. Elle a bossé, hein. Je peux te dire que... 1 kilo le bébé. Il est beau. Ouais, tout à fait. Le grand guide de ma grossesse sereine aux éditions Marabout, dans lequel je réponds aux plus de 200 questions qu'on me pose le plus souvent autour de grossesse, accouchement, postpartum. Moi, écoute, pas une actu délirante. Les podcasts tous les lundis et tous les mercredis, Bliss et Hot. Ça va continuer tout l'été. Et puis, oui, des choses à la rentrée. Tu peux donner des infos. Mais là, maintenant, non. Tu peux donner des petites... de la rentrée. Alors, si, on va refaire notre festival. Allez. Ça, oui. Il y aura une 2e édition du Bliss Festival début octobre. Voilà, à l'Élysée-Montmartre. Mais vous direz pas que c'est moi qui vous l'ai dit. Camille ? L'e-book Réinventer sa vie intime après bébé, et qu'est-ce que je veux dire, dans l'e-book ça va reprendre tout ce qu'on s'est un petit peu dit, avec un chapitre pour les personnes enceintes, pour les personnes en postpartum, un chapitre dédié aux papas et coparents. Dans cette version updated,
J'ai vraiment essayé d'être inclusive parce que souvent, quand on pense sexualité, grossesse postpartum, on s'adresse aux femmes, aux mamans. Et là, j'ai vraiment essayé d'inclure aussi les papas / coparents, donc les couples lesbiens, et des petites choses en annexe aussi pour les professionnels de santé, parce qu'il y en a de plus en plus aussi qui se forment sur ce sujet-là. Merci infiniment. Cédric, je t'ai pas donné la Mais parole ça va, là-dessus. t'inquiète, moi j'ai pas de... L'actu de Cédric. Ben, l'actu de Cédric, ça va Bah, pas ou quoi vu qu'a priori ça va être diffusé dans mon podcast, donc écoutez le podcast. Voilà. Mais Donc ça c'est tellement. pas nouveau, tu vois. Ouais. Sinon, il y a toujours le livre pour les futurs pères, jeunes pères, tu vas être papa, qui est un guide de développement paternel, donc ça s'est vu nulle part. Et plus récemment, la sortie de la bande dessinée Papa Sapiens permet d'interroger l'histoire des pères passés pour mieux accompagner ceux d'aujourd'hui. Le reste de mes projets 2024, c'est à continuer d'accompagner l'arrivée de mon bébé. Voilà. Donc c'est aussi simple que ça. Bah, Gros projet, Déjà pas le mal. plus gros projet. Merci infiniment. Merci. Moi, je suis là, moi. Hein. Bah voilà, c'est quoi Voilà, ton actu, Rémi. Moi, je suis toi, là. mon C'est la Rémi fête des darons avec l'équipe de commune. Hein. Anouk et Célia et Emma, pardon, je t'avais pas Un petit vu. podcast aussi, non? Sans qui, ouais, j'ai un petit podcast qui s'appelle Daron. Prochain épisode avec Bruno Sanchez d'HPI, Catherine et Liliane, Gueule Noire. Il a fait plein de, vous le connaissez. Trop Voilà. sympa. Trop cool. Qui lui, bref, écoutez l'épisode, c'est assez ouf. Je sors un bouquin trop bien l'année prochaine. Je suis trop Hey, content. teasing. Bravo. Teasing, ouais. Début d'année, voire début de printemps. Sur quoi? Sur la paternité. Ça va s'appeler. Pour l'instant, ça risque de s'appeler Daron Bienvenue au club, avec du perso, beaucoup de perso, et bien sûr quelques tips. De la sexo aussi. Et de la sexo, bien sûr. Bien sûr. Donc trop content que vous soyez venus nous voir aujourd'hui. Merci infiniment. Merci Merci Rémi. Je vous beaucoup laisse. d'être là. Merci. Je vous laisse ensemble. Merci. Bravo. Et merci Ferdinand à la Merci technique. Merci Ferdi. Merci. Et merci communal. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à me retrouver sur Instagram, TikTok, Facebook et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.